La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Bruxelles a de tout temps été réputée pour accueillir les plus grandes stars mondiales. Et Bruxelles a de tout temps été réputée pour ces endroits où on peut faire la fête jusqu'au petit matin. Ainsi, qui se douterait que ce parking près de la Grand Place a attiré le tout Bruxelles pendant plus d'un siècle jusqu'au début des années 50. L'un des habitués est le jeune Jules-Jean Van Obergen que ses professeurs ont surnommé le Grand Jojo. Fou de jazz, il fréquente les cafés et les boîtes de la rue des Bouchers qui n'est pas encore devenu un piège à touristes. Son repère principal se nomme la Rose Noire. Il y joue de la batterie presque tous les soirs pour la somme de 20 francs belges, avec laquelle il se paye un spaghetti et un verre de vin. À l'étage se produit sa copine Barbara, pour laquelle il a lui-même dessiné l'affiche du spectacle. Un autre Bruxellois y chante aussi, mais devant des chaises vides. Il y avait un certain monsieur Jacques Brel qui jouait devant un tout petit public, parce que Jacques, à ce moment-là, n'était pas encore très connu. Jojo et sa bande l'ont surnommé le Scout. Plus âgé qu'eux, il attend son heure, qui ne vient pas. Pourtant, il espère bien signer un contrat d'édition avec la firme Philips, à Paris. Quelques années plus tard, l'ambiance s'est déplacée vers le haut de la ville. En effet, c'est de la porte de Namur jusqu'à la place Fernand-Coq que se trouvent les boîtes de nuit les plus réputées. Ainsi, au Pacha, son patron nommé Abdou n'hésite pas à monter sur son bar ou sur les tables pour amuser et chauffer la clientèle. En face, le Black and White est connu pour accueillir des musiciens américains qui, après avoir joué au Palais des Beaux-Arts, viennent y boire un verre et faire une petite jam avec les musiciens maison. Ce lieu est tenu par un certain Roger Sastre, un féru de jazz. Ce soir, le Grand Jojo est assis au bar du Black and White quand soudain entre dans l'établissement un petit homme accompagné de toute une suite. Un jour, on a eu, très tard dans la nuit, une rencontre extraordinaire, monsieur James Brown, qui était là, donc avec qui on a un peu fait la fête. L'homme parle fort, mais se révèle souriant, sympathique et généreux sur les tournées qui se succèdent. La nuit se prolonge, la salle se vide, mais Jean ne perd pas une miette du spectacle permanent qu'offre le roi du rhythm and blues. Et avant de partir, James Brown honore ses dettes en signant un chèque. Un chèque de James Brown! Il avait fait, je crois que c'est historique, il avait fait un chèque, et qui n'a jamais été touché par Roger Sastre, qui était propriétaire de la boîte, uniquement pour garder la signature. La légende veut que Roger Sastre ait renoncé à se séparer d'une telle relique en la déposant à la banque. Le chèque est donc encadré et trône dans l'établissement, preuve du passage de la plus emblématique des stars de la soul. Quel Hard Rock Café ne donnerait pas une fortune pour mettre la main sur ce cadre? Et quand je vous dis que vous n'imaginez pas tout ce qui est arrivé près de chez vous. Ah oui, encore une chose. Roger Sastre avait un surnom. Il avait un magasin de chaussures et son surnom, on est en plein Simonin, on est en plein dans les tontons flingueurs, on l'appelait dans un certain milieu, on l'appelait Roger la chaussure. Et son garde-corps, je me souviens, son garde-corps qui était tout le temps avec lui, et son lieutenant, si on peut parler, c'était Guy Lagaloche. Toute une époque. Une certaine époque.